Alors bonjour, dans cette nouvelle interview consacrée à la résilience et plus particulièrement en fait du confinement vers la résilience. L'objectif étant vraiment d'inspirer les spectateurs qui vont suivre cette série d'interviews à rebondir grâce à vos propres ressources. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Alexandre Dana, qui est le CEO de Live Mentor. Live Mentor est une communauté et aussi une communauté pour les entrepreneurs et c'est une entreprise qui fait de la formation en ligne depuis plus de 3 ans pour les entrepreneurs. Et aussi, Alexandre est auteur du livre sur sa propre méthode Live Mentor. Alors bonjour Alexandre, tout d'abord, comment vas-tu? Salut, écoute, merci beaucoup de m'inviter. Ça va très bien. Je suis actuellement en Normandie et je profite d'avoir en face de moi un petit jardin avec des arbres. Là, il n'y a pas encore grand monde qui est réveillé, mais c'est très agréable. Mhm. Bon, super. En effet, la nature, c'est vrai que c'est un des points fondamentaux qui nous permet de nous ressourcer. Alors là, on a déjà commencé le déconfinement, mais c'est vrai que c'est un point qui nous apporte énormément de choses. Euh, Alexandre, je voulais voir avec toi plusieurs points par rapport à ton parcours perso et aussi professionnel. Et je voulais faire aussi un petit arrêt par rapport au livre que tu as sorti parce qu'il est assez inspirant, notamment pour les entrepreneurs. Euh, et je vais reprendre finalement ton premier chapitre que j'utilise moi-même souvent, qui est sur la partie de l'alignement, où tu parles de lister ses forces et de travailler sur ses fondations, sur ses propres fondations. Alors, je vais citer une des phrases que tu dis, c'est lister absolument tous les points positifs sur lesquels vous pouvez vous appuyer pour rebondir dans une nouvelle direction qui vous correspond pleinement. Toi, à titre perso, quelles sont tes fondations? L'écriture, j'aime beaucoup écrire, j'adore écrire, c'est quelque chose que je fais depuis longtemps et c'est très souvent une fondation sur laquelle j'essaye de bâtir. Donc c'est là-dessus que je me suis appuyé pour écrire mon premier livre, La méthode Live Mentor. C'est également parce que j'avais confiance dans mes capacités d'écriture que j'ai initié le lancement d'un magazine papier chez Live Mentor qui s'appelle Odyssée d'entrepreneur. C'est également parce que j'adore écrire que on a euh, lancé un carnet qui s'appelle le carnet du temps. Donc c'est la première fondation qui me vient à cette question. Et la deuxième, c'est la pédagogie. Moi, je fais globalement une seule chose depuis 10 ans, depuis que j'ai commencé ma vie professionnelle, depuis que j'ai commencé en parallèle de mes études quand j'avais 20 ans. euh, j'ai commencé à donner des cours, à l'époque des cours particuliers. Et puis, sur les 10 dernières années, j'ai essayé d'enseigner, de former, de coacher de toutes les manières possibles et imaginables, des cours particuliers, des cours collectifs, des cours en ligne, des cours en présentiel, des formations enregistrées, des formations en direct, des coachings individuels ou collectifs, des ateliers. Bref, j'ai testé plein de choses et je continuerai de le faire parce que, parce que j'adore la pédagogie et j'adore me poser la question de la meilleure manière de transmettre et des meilleures façons d'apprendre. Une troisième fondation, je pense les gens autour de moi, c'est très important. Sur ces fondations, justement, par rapport au confinement qui a eu lieu, et on va dire même sur toute la crise Covid dans laquelle nous sommes encore, euh, est-ce qu'il y a eu des moments un peu plus difficiles à gérer pour toi? Et quels ont été, Ouais. ouais, ça a Moi, été je suis quoi? extrêmement extraverti. Moi, Ouais. je suis extrêmement extraverti. En temps normal, j'habite à Paris. Alors là, ça a changé avec le confinement et je ne vais pas rentrer sur Paris. Je vais aller habiter ailleurs. Je ne sais pas encore où, mais je vais aller habiter ailleurs. Hem et et c'est vrai que le changement d'une semaine sur l'autre à une de mes semaines classiques où je rencontrais, en moyenne 3 personnes par jour, c'était quand même 15 personnes par semaine, ça fait environ 45 personnes par mois, hem, à plus personne. Ça a été un peu dur au début.
ça a été un peu dur parce que je tournais en rond et c'est vrai que le contact avec les autres me manquait. Mhm. Et puis au final, je me suis rendu compte que le fait d'être confiné me poussait à échanger avec moins de personnes différentes, mais à échanger avec plus d'intensité avec certaines personnes. Et ça, ça a été un cap à passer, mais depuis qu'il est passé, ça va beaucoup mieux. Et puis après, ma chance, c'est que la pédagogie et l'écriture, c'est des choses que je peux faire en Oui, confinement ou sans confinement. mhm. Donc, j'ai gardé ça dans mes routines. D'accord. Tu as parlé aussi dans tes fondations là, juste précédemment de liens sociaux, en fait, enfin de ton entourage. Tu es quelqu'un, comme tu viens de le dire, extraverti. Ces liens, en tout cas sociaux, même si pour beaucoup ont été faits via un écran interposé, c'est quelque chose donc, qui t'a aidé, toi, à avancer, même si tu l'as redéfini, tu l'as recadré, tu l'as utilisé de manière différente. Mais en tout cas, ce lien, ce tissage de lien, t'a permis d'avancer, justement, de rebondir. Ah oui, complètement. Non, complètement. Moi, j'ai un ami que j'appelle tous les jours. J'ai des contacts très réguliers avec mon équipe. Chez Live Mhm. Mentor, on est 60 aujourd'hui. Et c'est vrai que c'est un plaisir de pouvoir discuter par téléphone, par visio, par chat, avec un maximum d'entre eux chaque jour. Euh, ouais, je pense que j'aurais pas pu. Enfin, un confinement sans Internet et sans téléphone, pour moi, aurait été très compliqué. Et, et sur alors tu t'es basé sur la nouvelle techno, et en même temps sur quelque chose qui est assez ancien. Tu parlais d'une autre fondation pour toi, qui est l'écriture. Là, pour le coup, tu peux écrire. Comment tu écris? Tu écris seul habituellement? Tu as besoin d'être Euh, entouré? j'ai- Non, j'écris seul. Après, Mhm. j'aime beaucoup partager ce que j'écris et avoir des retours dessus. Moi, je suis un peu l'inverse de l'écrivain qui n'ose pas montrer ce qu'il a écrit et même à ses meilleurs amis, il n'ose pas, il n'ose pas, il n'ose pas. Moi, je suis l'inverse de ça. J'envoie tout, même si c'est nul. Euh, et je sais que par exemple, quand j'ai écrit mon livre, parfois, quand je bloquais dans une phase d'écriture, je regardais sur Messenger qui dans mes amis étaient connectés et je leur proposais de venir faire une séance d'écriture avec moi. Je leur proposais de venir discuter du chapitre que j'étais en train d'écrire, me donner leur avis, critiquer, challenger. Et ça, je l'ai fait avec trois quatre personnes et c'était assez sympa d'avoir ce travail de coach en direct. Euh, donc, euh, donc oui, j'écris, puis j'ai la chance d'écrire pour une communauté, donc soit une newsletter, soit un article de blog, soit une publication sur un groupe Facebook. Et, ça va déclencher des réactions, des commentaires. Et ça me nourrit énormément et ça me donne envie d'encore plus écrire. Mhm. Quelque part, c'est un cercle vertueux à ce moment-là, hein, qui te Ouais. pousse, qui t'entraîne. Mhm. C'est clairement un cercle vertueux et c'est plus tu écris, plus tu as des retours et plus tu as des retours, plus tu écris. Mhm. Parce que les retours sont pleins de richesses. Oui. Les commentaires, c'est pas, ce qui te stimule, c'est pas d'avoir un like Mhm. ou un bravo. Ce qui te stimule, c'est d'avoir une réaction profonde. Ce qui te stimule, c'est d'avoir un lecteur qui t'écrit: là, je suis complètement d'accord avec ce point et ça m'évoque tel et tel épisode dans ma vie, ou alors je ne suis pas du tout d'accord pour telle raison, mais là, il y a un discours qui est argumenté et c'est magnifique. Moi, il m'est arrivé Mhm. de mettre à jour certains de mes articles en disant: update, suite à un échange avec un tel, je modifie en ce sens, j'adapte. Mhm. D'accord, très bien. Et justement, là, tu parlais aussi d'échanges un peu plus profonds. Tu en as parlé aussi tout à l'heure. Ça a été quelque chose pour toi qui était un peu difficile au début on va dire, de te recentrer, enfin, de voir moins de monde, voilà, de voir beaucoup moins de gens. Par contre, tu avais des contacts plus intenses avec moins de personnes. C'est ça que tu disais tout à l'heure. Donc, des échanges aussi C'est ça. plus approfondis. C'est quelque chose qui a été un petit peu nouveau, en tout cas, ou sur lequel tu as mis plus l'accent. Euh, bah, je dirais pas que les échanges ont été plus approfondis qu'auparavant, euh, parce que dans la mesure où moi je suis coach, donc le, Mhm.
que les Américains appellent le small talk. Je ne sais pas s'il y a une traduction d'ailleurs en français du terme small talk, mais c'est small talk, c'est ce qui décrit ces conversations que tu as en soirée avec des gens que tu ne connais pas forcément et ça reste vachement en surface. Mhm. Que pensez-vous de ci, de ça et ça. Et donc, moi, je n'ai jamais supporté le small talk parce que quand tu as un métier qui est coach, tu écoutes des histoires si profondes tous les jours que tu ne peux pas supporter le small talk. Mhm. Euh, Maintenant, la crise et le confinement m'a permis de passer, par exemple, plus de temps avec certains membres de ma famille, plus de temps avec des personnes que j'avais un peu perdu de vue. Et c'est Mhm. là où l'intensité D'accord. s'est agrandie. Mhm. Ok. Sur un autre, sur un autre point, pour en revenir en fait, cette fois-ci sur ton métier proprement dit, d'animer une communauté pour les entrepreneurs. Tu parles d'un terme, bien sûr, qui m'est cher aussi, sur la résilience. Tu parles de l'entreprise résiliente régulièrement. Qu'est-ce que c'est qu'une entreprise résiliente pour toi? Une entreprise résiliente, c'est une entreprise qui dure. C'est une entreprise qui est stable. C'est une entreprise qui n'explose pas. On a parfois des exemples de succès en un an, en 2 ans. On a aussi beaucoup d'exemples d'entreprises qui ont un très fort décollage et puis à un moment, elles explosent complètement, elles font faillite. Ça, ce n'est pas du tout les modèles que moi je défends et sur lesquels j'essaie d'accompagner les entrepreneurs qui viennent toquer à la porte de Live Mentor. Moi, j'essaie de leur apprendre à créer des entreprises qui pourront durer dans le temps, pendant 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans. C'est ça une entreprise résiliente et ça passe par plein de, de garde-fous, par plein de modèles mentaux, par plein d'ajustements stratégiques à tous les niveaux de l'entreprise, au niveau commercial, au niveau marketing, au niveau humain évidemment, au niveau des ressources humaines, au niveau financier, au niveau du service client, au niveau de la communauté bien sûr. Introduire la résilience dans sa boîte, c'est vraiment repenser en profondeur tous les départements, tout le modèle. Et l'étape qui vient après la résilience, c'est ce que Nassim Taleb appelle les entreprises antifragiles, l'antifragilité. C'est Mhm. comment, face à une crise, euh, tu réagis tel un animal qui apprend de la crise et devient plus fort. Il s'endurcit. Et, et ça, c'est encore autre chose. Mais, mais la première étape, c'est vraiment la résilience. Mhm. D'accord. Alors justement, par rapport à cette résilience, il y a un chapitre qui a attiré mon attention dans ton livre, c'est la partie de la vision. Tu emploies une citation de Churchill, d'ailleurs, que je ne connaissais pas. C'est quand la nuit est profonde que les étoiles brillent. Justement, cette partie-là, c'est de voir le côté optimiste, en tout cas, qui existe toujours, ou positif, qui existe toujours, lorsqu'il y a des moments de noirceur, bien sûr, des moments difficiles. Pour toi, donc, c'est quelque chose qui porte vraiment dans ta vision de cette entreprise résiliente, c'est toujours pouvoir voir les choses de manière optimiste, positive, malgré toutes les difficultés que l'on peut traverser. Ouais, en fait, c'est dans les difficultés que tu apprends. C'est des difficultés que tu sais ce qui compte vraiment pour toi. Moi, Mhm. par exemple, j'ai eu 5 premières années très difficiles chez Live Mentor, de 2012 à quasiment 5 années, 4 années et demie jusqu'à l'été 2016. Des années où je me suis très souvent pas payé ou peu payé, des années où on a connu des procès, des années où on a connu des erreurs de recrutement, des années où on a connu des doutes profonds, des années où tu te compares avec les gens autour de toi et tu te dis mais nous on est vraiment en train de s'enfermer et de passer à côté de nos vies. Des années où tu pars pas en vacances, des années où ton travail ne fonctionne pas et du coup ça impacte énormément de choses dans ta vie personnelle, des années où tu es célibataire, des années où tu es malheureux, c'est pas juste célibataire, des années où tu n'as pas le temps de faire du sport et donc tu négliges ta santé, tu négliges ton alimentation, tu négliges des années de merde, quoi. Et en même temps,
dans ces années-là, il y avait une conviction qui m'animait: tu adores la pédagogie et tu pourrais faire ça toute ta vie. Et ça, c'était vraiment l'étoile, l'étoile du berger. Heu, Dans le pire des cas, je pouvais toujours donner des cours. Je pouvais toujours enseigner, je pouvais toujours former et ça me redonnait de l'énergie. Ça me remotivait. Je voyais pas comment, créer une entreprise, je voyais pas comment réaliser une vision. Je doutais même de la vision et d'ailleurs, il a fallu changer de vision pour que ça fonctionne. Mais, heu, mais par contre, dans l'action pure, il y a quelque chose qui s'était débloqué. Il y avait, un goût pour la pédagogie qui n'allait jamais partir. Et je le pensais à l'époque, je le pense toujours aujourd'hui, la pédagogie ne sortira jamais de ma vie. Mhm. Je suis persuadé que je vais rester, heu, pédagogue pendant encore très longtemps. Mhm. Le point, si je comprends bien, c'est que par rapport à cette vision, justement, et la citation que tu as employée, au final, l'étoile, c'est quelque part, justement, ta vision, c'est ton cap que tu ne, voilà, qui continue à briller, en fait, qui continue à t'attirer malgré toute l'obscurité qu'il peut y avoir autour. Et est-ce que si on fait un parallèle, justement, au-delà du côté entrepreneurial, mais même dans sa vie personnelle, si on a un objectif en tout cas que l'on souhaite atteindre, une vision de vie tout simplement, hein, que l'on souhaite atteindre, est-ce que pour toi c'est quelque chose sur lequel on peut s'appuyer en tout cas pour sortir un peu de ces difficultés malgré les noirceurs qu'il peut y avoir autour de nous, garder ce cap? Il faut garder ce cap, c'est clair, mais ce n'est pas suffisant. Il faut aussi, faire des modifications au quotidien et ça, moi, j'aurais dû le faire bien plus tôt. Des modifications, de d'environnement, de personnes autour de soi, d'activités. Hem, Moi, par exemple, durant ces 5 premières années, j'étais suivi par aucun thérapeute. Mhm. Hem Et depuis 3 ans et demi, j'utilise très régulièrement, les services, heu, de professionnels du reiki, de professionnels de la sophrologie, de professionnels de l'acupuncture et de plein d'autres domaines, dans les thérapies alternatives et Mhm. et je pense que ça fait partie des éléments, qui m'ont vraiment aidé, heu, avec d'autres éléments comme, le changement de mentor sur la partie, entrepreneuriale, la partie business, comme, le changement, dans l'équipe qui m'entoure chez Live Mentor. En fait, à plein de niveaux, mon quotidien a changé et donc c'est à la fois la vision qui, elle, reste là, elle reste stable, c'est l'étoile du berger et le changement, les actions concrètes, se laisser le droit d'essayer et de changer des choses très différentes, de faire des Mhm. changements un peu radicaux, tant qu'ils sont alignés avec la vision. Ça, c'est quelque chose que j'aurais dû voir bien plus tôt, je pense. Donc c'est assez intéressant, même très intéressant ce que tu dis, parce que finalement, c'est de pouvoir se réadapter. Certes, on a une vision des choses qui nous permettent en tout cas d'avancer quand on a un objectif bien précis. Ceci étant, il y a l'adaptation et le changement. Et donc, tu en as parlé aussi un petit peu tout à l'heure, hein, par rapport à ce qui s'est passé pendant toute la période de confinement, en tout cas, de moins, voir beaucoup de personnes, etc. Tu t'es adapté, et finalement, tu as changé aussi un petit peu ton comportement, mais ça t'a permis d'avancer. Voilà, ça t'a permis d'avancer en gardant des liens sociaux, en resserrant le cercle familial, notamment, enfin, certains liens importants pour toi. Euh, donc, ça a été donc très positif par rapport à ce que tu expliques. Justement, par rapport au changement que tu as aussi opéré ou les adaptations, on va dire, est-ce que tu as des projets ou comment tu vois, pour parler de ta vision dans les prochains mois, semaines, voire années, est-ce qu'il y a des choses qui ont un peu évolué depuis ce confinement? Sur ma vision de mon entreprise, Oui, notamment, ouais, ou perso. hem, en fait, la crise m'a confirmé une idée qui me trotte dans la tête depuis, quelque temps.
il y a un manque de lien social qui est colossal dans notre société aujourd'hui. Il y a un manque de connexion, il y a un manque de d'intimité dans les relations qui est énorme. Un manque de proximité, un manque de chaleur. Alors, il y a plein d'explications à ça. Certains disent que c'est parce qu'on a perdu les religions. Hem, D'autres, affirment que c'est parce qu'on a perdu l'esprit de la nation. D'autres encore pensent que c'est le fruit de l'exode rural qui était, très intense depuis, la fin de la Seconde Guerre mondiale avec, la fin des petits villages dans les campagnes et l'arrivée des mégalopoles où on est perdu dans une masse et où personne ne connaît les voisins de son immeuble. Bon, moi je ne sais pas, hein, quelle est la raison de tout ça. Je trouve que ces 3 idées sont intéressantes, mais pas je me sens pas légitime pour en parler. Par contre, oui, je 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 ressens ça autour de moi. Je ressens ça autour de moi qu'il y a une solitude, il y a une envie de recréer des communautés, à la fois en ligne et en présentiel. Et c'est encore beaucoup trop tôt pour affirmer une vision sur ce point, mais à la fois à titre personnel et à titre professionnel, ce sujet m'intéresse vraiment. À titre personnel, je me dis: «Pourquoi pas aller vivre dans une communauté ou créer une communauté avec 5, 10, 15, 20 personnes quelque part en France ou ailleurs». Mhm. Je regarde beaucoup, tu vois, par exemple des endroits, comme Findorn, Findhorn. Findorn, c'est en Écosse. C'est Mhm. le plus ancien éco-village d'Europe. Ah, Hem, il y a 400 à 500 personnes, un âge moyen assez élevé, 55-60 ans. Hem Et à titre professionnel, Live Mentor aujourd'hui est un acteur assez hybride. On fait des formations en ligne, on est mhm. également un média avec un magazine et un livre, la méthode Live Mentor, une newsletter, un blog. On est aussi une communauté. Cette communauté aujourd'hui s'exprime et vit principalement en ligne. J'aimerais qu'elle puisse s'exprimer, beaucoup plus en présentiel dès qu'on en aura le droit, dès qu'on aura le droit de se retrouver. Ok, beau projet, oui. Beau projet, toujours social, hein. C'est important aussi si je fais un fil conducteur par rapport à ce que tu apportais tout à l'heure aussi sur, en tout cas, tes fondations. La partie sociale est très, très importante. Alors, Alexandre, on arrive vers la fin de cet entretien. Si tu avais une phrase ou un conseil ou autre chose que tu souhaiterais partager, ça serait quoi? Mmh. Écoute, ouais, je dirais, ce que j'ai dit en conclusion du bouquin, c'est que entreprendre, c'est accepter le chaos, c'est jouer avec le chaos. Et donc, tu vois, dans cette interview, on a beaucoup parlé des fondations, de la mission, des éléments de stabilité, mais il ne faut pas oublier que ces éléments-là sont fondamentaux, pardon, parce qu'ils arrivent dans un contexte qui est chaotique. Et c'est naturel, c'est normal, c'est logique que la situation entrepreneuriale soit une situation chaotique, où on s'interroge sur ses différentes activités, on s'interroge sur son positionnement, on s'interroge sur sa communication, on s'interroge sur plein de choses. Il faut accepter ça. Il faut apprendre à aimer ce chaos, tout en y injectant des éléments de stabilité. Donc, accepter et aimer le chaos en y ajoutant de la stabilité, des éléments de stabilité. C'est ça. Et la manière de l'accepter et de l'aimer, c'est de se rendre compte qu'il n'y a rien de grave qui peut nous arriver. Il n'y a rien de grave qui peut nous arriver. On est à la tête d'une entreprise qui nous passionne, on a trouvé notre alignement, on lance un projet sur un domaine qu'on adore, on va apprendre plein de choses, on va s'éclater, il y a pas de risque en fait, il y a aucun risque. Ok, bah, très bien. Merci beaucoup, Alexandre, en tout cas pour cet entretien, cet échange qui a été très inspirant, en tout cas pour moi, par rapport à ce que tu exposais. Donc, merci beaucoup encore et à très bientôt. Merci à toi. Merci. Très bientôt pour un prochain épisode de la résilience et de rebondir. Merci.